Bonjour à vous, vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire et nous sommes le mercredi 20 août 2025 et il est 22h38. Alors c'est la conversation impromptue numéro 29 et aujourd'hui je voudrais vous parler un peu disséquer le discours du président Macron qui s'est répandu devant Darius Rochebas euh, je crois que c'était le mardi, le lundi 18 août, après avoir fait allégeance comme un larbin à valet servile auprès du président Trump. Alors il commence son discours en disant bien entendu rappelant aux journalistes qu'il n'y a qu'un seul agresseur, c'est la Russie. Un seul agresseur. Alors, bon, on assiste donc en début à une inversion des faits. Il oublie donc, il passe de côté toute l'historique de la genèse du conflit ukrainien-Russie. Et il fait comme celui qui s'est battu contre quelqu'un, qui a reçu d'abord un coup sur la figure, et puis après pour se défendre un ami un autre, mais la caméra commence juste au moment où c'est lui qui attaque. Bon, alors bien sûr, c'est lui l'agresseur. Et tout ce qui s'est passé avant, les insultes qu'il a reçues, le coup qu'il a reçu avant, c'est passé à l'as. Et c'est exactement la même chose. Il n'y a qu'un agresseur, c'est la Russie, c'est oublié donc tout ce qui s'est passé depuis la chute du mur de Berlin et les promesses faites de ne pas avancer, que l'OTAN avancerait sur l'Est, et les accords de Minsk en 2014, signés par l'Allemagne et la France, et dont leurs dirigeants se sont répandus ensuite, je crois, se faisant piéger en en dévoilant qu'ils n'avaient signé ces accords, ces engagements de garantie d'application de l'accord de Minsk 1 et 2 entre l'Ukraine et la Russie que de façon à pouvoir gagner du temps et que l'Ukraine puisse se former et se réarmer et s'armer correctement et pouvoir ensuite attaquer allègrement la Russie. Ce qui, ce qui a eu lieu d'ailleurs en 2021, fin 2021, où les Ukrainiens ont mobilisé donc une armée importante et allaient attaquer le Donbass. Entre-temps, entre 2014 et 2018, ou même plus, à 2022 d'ailleurs, pendant 8 ans, ils n'ont pas bien sûr tenu compte des accords de Minsk, ont continué à diminuer et à ignorer la demande d'autonomie, parce que c'était une demande d'autonomie du Donbass, hein, des républiques de Donetsk et de Lugansk, ils ne réclamaient pas au départ l'indépendance, ils réclamaient une certaine autonomie, c'est-à-dire pouvoir parler leur langue, le russe, pouvoir envoyer leurs enfants aux écoles en russe, avoir les mêmes droits que les Ukrainiens, mais malheureusement tout cela a été ignoré et ils ont été allègrement massacrés, bombardés, jusqu'à devoir se terrer dans les caves et faire les écoles aux enfants dans les caves, etc. Nous avons d'ailleurs, pour ceux qui l'ont entendu, le discours de Poroshenko
concernant les Ukrainiens du Donbass qui allaient être terrés dans les caves, sans retraite, qui allaient être comme des rats, etc., montrant le degré de mépris que les Ukrainiens de l'Ouest et les Ukrainiens nazis avaient pour les Ukrainiens du Donbass. Alors nous avons donc cette réaffirmation idiote et débile et mensongère de notre président, il n'y a qu'un agresseur, c'est la Russie. Ensuite, en deuxièmement, il ne faut pas accepter que l'Ukraine n'ait pas de garantie, sinon on repart à la case départ. C'est un peu ce qu'on a vécu à Minsk, que cette paix ne soit pas respectée par la Russie et qu'elle réattaque. Alors là, il fait encore plus fort. Là, il nous dit que c'est la Russie qui n'a pas appliqué les accords de Minsk. Au mépris, bien sûr, de l'histoire, au mépris de tout ce qui s'est passé, quoi, que je viens de vous rappeler. Les accords de Minsk 1 et 2 ont été complètement ignorés par l'Ukraine et avec à la demande de l'Occident, à la demande des États-Unis, à la demande de, de l'Angleterre, hein, de la Grande-Bretagne, à la demande de la France, à la demande de l'Allemagne et tout, qui était derrière pour faire une sorte pour faire croire à la Russie, qui elle avait cru à la bonne foi de l'Allemagne et de la France qui se portaient garant. Mais pour notre président, non, non, pour notre président, c'est la Russie qui n'a pas respecté ses accords et qui donc est parjure et donc il faut faire attention. La Russie est très dangereuse, elle ne respecte pas les accords et en l'oc- en l'occurrence, ça pourrait se reproduire. Donc il faut faire très attention avec elle. On ne peut pas ne pas demander de garantie de sécurité. Ça, c'est la deuxième partie de son discours, le deuxième point. En troisième point, la première garantie à laquelle nous travaillons, c'est une armée ukrainienne reboostée, plusieurs centaines de milliers d'hommes bien équipés, avec des systèmes de défense. Alors, bon, voilà le souhait de notre président. Il veut, pour avoir une garantie contre la Russie, après l'accord de paix, s'il y a lieu, il veut que donc recréer, enfin recréer, oui, recréer, parce qu'en fait l'armée ukrainienne est exsangue. Il recrée une armée de plusieurs, d'au moins 1 million d'hommes, plusieurs centaines de milliers d'hommes, il parlait d'1 million d'hommes, je crois, bien équipés avec des systèmes de défense, mais il nous dit pas comment il va le faire. Il est l'Occident, l'Allemagne, la France, l'Italie sont des pays complètement ruinés, complètement en dessous de zéro. Leur économie est exsangue. Ils n'ont plus d'armée. Ils n'ont plus de matériel à fournir. Comment va-t-il faire? On va le savoir d'ailleurs. On va le savoir à la fin qui comment il va faire. Et je peux déjà l'annoncer. Enfin, vous êtes au courant d'ailleurs. C'est la conclusion extraordinaire de Trump qui va arriver à faire payer par l'Europe l'armement américain qu'il va fournir à l'Ukraine. Parce que l'Ukraine va s'approvisionner donc encore en armement américain et nous avons une annonce là à la fin de l'entrevue à Washington, comme quoi il y a 100 milliards d'armement qui va être fourni à l'Ukraine qui sera financé par l'Europe. Donc bon bah pour la France, ça devrait faire autour de 20 milliards d'euros quoi. Donc je sais pas ce que vous en pensez. La France est en dessous
on vous demande de vous serrer la ceinture, on vous dit à vous retraités que vous allez perdre les 10% d'abattement. Bon, ensuite, vous allez bah, vous serez donc plus indexé en plus. Et puis, attendons de voir de combien de pourcentage ils vont supprimer, ils vont diminuer les retraites ensuite. Et puis, tous les autres qui doivent abandonner des jours de congé, qui seront, qui seront donc travaillés et qui ne seront pas payés, paraît-il. Et c'est encore le mieux. Et puis toutes les mesures qui sont en gestation, qui n'empêchent pas d'ailleurs nos députés et nos sénateurs de s'augmenter allègrement pour faire face à l'inflation, alors que les pensions et les salaires sont plus indexés. Deux poids, deux mesures. On est de plus en plus dans un régime d'esclavagisme, hein. On nous prend vraiment pour des esclaves. Les élites, les soi-disant élites, qui ne sont que des mafieux corrompus et pervers, eux ont droit à tout, tous les avantages, ils s'augmentent allègrement, on finance allègrement de, une guerre complètement débile, qui ne, dans laquelle la France n'a aucun intérêt, et on prend sur le petit peuple tout le, les autres petits peuples, les plus pauvres et les plus, et ceux qui créent la richesse en quelque sorte, quoi. En quatrième position, on a fait la démonstration pendant les 1000 derniers jours que s'il y avait une armée ukrainienne forte, bien équipée, l'armée russe n'arrivait pas à pénétrer. Alors là, on voit que soit Macron n'a strictement rien compris à la façon d'agir de l'armée russe, pourtant son objectif et sa façon de faire a été largement explicité par les généraux, par Poutine lui-même, et puis dans nombre d'experts de plateau, enfin pas d'experts de plateau, eux ils sont à côté de la plaque, mais de véritables experts qui ont bien expliqué que le but de la Russie, c'était pas de conquérir du territoire, c'était l'attrition de l'armée ukrainienne, la destruction des hommes, la destruction du matériel, et c'est ce qui s'est passé depuis le début. D'ailleurs, au début, il faut pas oublier qu'ils sont allés sur Kiev en 2 jours, hein, pratiquement. Bon, ils se sont retirés ensuite parce que la Zelensky a négocié, a voulu négocier, donc ils se sont retirés. Et puis la négociation avait presque abouti lorsque Boris Johnson est intervenu pour dire non, non, pas de négociation. Donc encore une fois, on voit bien que c'est pas les Russes qui ne veulent pas la paix. En cinquième point, notre cher président nous dit, n'actons pas que la Russie ait le droit de prendre des territoires par la force. N'en faisons pas une sorte de règle de droit international. Alors bon, il nous dit en quelque sorte le fait de gagner une guerre, d'être vainqueur, d'avoir conquis des territoires, n'entraîne pas ipso facto, n'entraîne pas automatiquement la reconnaissance que ces territoires appartiennent aux vainqueurs. C'est vrai, ça, c'est pas automatique. C'est pas automatique, mais si le vainqueur dit je suis là et j'y reste, le droit, c'est le droit du plus fort. Il est là, il y reste. C'est ce qui s'est passé dans beaucoup de guerres, la Deuxième Guerre mondiale. Les territoires, l'Alsace, la Lorraine, tout ça, le partage de l'Allemagne, la zone occupée, tout ça, c'est le vainqueur qui décidait. C'est pas le vaincu.
Ils ont capitulé sans condition. Et c'est ce qui va se passer pour l'Ukraine si elle refuse de, de signer ou de discuter des accords en fonction des conditions de la Russie. Donc, Monsieur Macron, encore une fois, parle pour ne rien dire. En sixième point, il dit, nous allons donc mettre pour les garanties de sécurité des forces de réassurance. Alors, britanniques, français, allemands, turcs et d'autres qui seront présentes contre la ligne de front. Pas de manière provocante, mais une sorte de signalement stratégique. Alors le journaliste Darius Rochebin, bon c'est bien entendu, tout est convenu à l'avance, demande au président Macron, mais signalement stratégique, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez me préciser ce que vous entendez par là? Alors Macron précise que le travail concernant les limites stratégiques est en cours au niveau du chef d'état-major en France, mais que si la Russie ne respectait pas la paix et prenait la responsabilité de revenir aux confins de l'Europe, il y aurait alors une réaction. Donc cette histoire de force de réassurance qui serait donc présente sur terre, sur mer et dans les airs, qui patrouillerait donc sur la ligne de front, serait là pour surveiller que la Russie respecte bien les accords signés et que si elle respecte pas, si elle s'engageait en dehors à, à franchir cette ligne, à ce moment-là, la force de réassurance interviendrait contre la Russie. Alors d'abord, la force de réassurance, on se demande bien comment ils vont la constituer, avec quelle force. Et puis bon, tout ça, c'est de la rigolade, quoi. Contre la Russie qui donc accepterait alors que cette force de réassurance soit établie en Ukraine, alors que la Russie a été très nette sur ce point, qu'elle a bien signifié que si il y avait des forces étrangères en Ukraine, elle les considérerait comme des forces ennemies et agirait en conséquence. Donc tout ça, c'est du vent. C'est du vent pour soit soit pour se convaincre lui-même, ou alors pour essayer de faire en sorte qu'il puisse apparaître comme n'étant pas complètement perdu, quoi, comme n'étant pas complètement les vaincus de l'affaire. En septième position, il nous dit la France empêche que Trump cède trop à Moscou. De ce point de vue-là, vous jouez ce rôle. Alors c'est Rochebin qui l'interroge, qui lui sert un petit compliment, quoi. Il lui dit la France empêche que Trump cède trop à Moscou. De ce point de vue, vous jouez ce rôle. C'est Rochebin qui s'adresse au président. Il lui pose la question pour lui servir la soupe, encore une fois. Si on assiste à la signature d'une paix avec autour de la table Trump, Zelensky, les Européens et Poutine, reconnaissez-vous à Trump qu'il aura mérité le prix Nobel de la paix? Alors le président répond, il aura en tout cas joué un rôle et c'est important. Et c'est pour ça que je suis là aussi. Donc, d'après lui, il joue également un rôle important dans cette conclusion de la paix, alors ils se sont tous couchés comme des petits laquais et des esclaves quoi, devant Trump en quelque sorte. Alors il dit aussi, notre cher président, si cette paix devait être une capitulation de l'Ukraine, elle serait dramatique pour l'Ukraine et aussi pour l'Europe. L'armée russe, plus d'1 million d'hommes, des armes nucléaires,
et des dépenses de 40% de son PIB pour la défense. Alors, vous vous rendez compte, une armée comme ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. Je sais aussi une chose, dit-il. Depuis 2007-2008, le président Poutine a rarement tenu ses engagements. Il a constamment été une puissance de déstabilisation. Et il a cherché à revoir les frontières pour étendre son pouvoir. Quand un pays a l'héritage de l'ancienne URSS, il est très difficile de revenir en arrière. La Russie est devenue durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous. C'est un prédateur, un ogre à nos portes. Ne soyons pas naïfs. Alors là, c'est exactement le discours de l'État profond américain. Il reprend mot pour mot pratiquement ce qu'on entend dans les instances de l'État profond américain, ce que Biden a dit, ce que les Américains disaient, et nous assistons donc, nous avons la preuve là que Macron et tous les chefs d'État européens ne sont en fait que des marionnettes dont les ficelles sont tirées par l'État profond américain. Nous constatons que ils ne veulent pas la paix et qu'ils cherchent à envenimer la situation contre Trump, qui malgré tout a compris lui Trump, que Poutine resterait ferme, puisque d'une part, il a toujours dit la même chose depuis le début de l'opération spéciale. Il a dit ce qu'il voulait. Il a dit que l'Ukraine ne devait pas aller intégrer l'OTAN, que l'Ukraine devait être démilitarisée et dénazifiée, et il n'en a pas démordu, et qu'il n'était pas question de faire un cessez-le-feu sans que ces conditions soient réunies et soient entérinées par l'Ukraine. Tant que l'Ukraine ne s'engagera pas à appliquer ces conditions, il n'y aura pas de cessez-le-feu. Et, et Poutine n'a jamais démordu de ce qu'il a dit. Donc nous avons donc une déclaration de Macron totalement mensongère, irréaliste, qui, on se demande de quoi il parle. Il parle d'une situation inexistante, complètement différente de la réalité des choses. Il parle d'une armée qui veut rétablir en Ukraine une armée qui est déjà pratiquement détruite en totalité. Il veut reconstruire avec des moyens qu'il n'a pas. Et nous assistons à quelque chose d'une aberration. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je vous rappelle que nous allons donc payer encore pour l'Ukraine avec l'approbation de notre président une vingtaine de milliards qui vont être prélevés sur nous, bien entendu, qui va encore appauvrir de plus en plus la population française, et que si nous restons comme ça, ébahis, le cul sur notre chaise, en bâillant aux corneilles et sans réagir, eh bien, il est fort possible que les choses s'accélèrent, que Poutine continue bien entendu son action, avant son avance sur l'ouest de l'Ukraine, arrive à Kiev, à Odessa,
et que les États européens, avec un Macron et un Starmer et un Merz, arrivent avec un peu d'argent qu'ils auront encore réussi à nous soutirer, arrivent à quand même à constituer une petite force qu'ils mettront en Ukraine, ce qui, à coup sûr, déclencherait une réaction extrêmement violente de la Russie et, et certainement des conséquences dramatiques pour l'Europe particulièrement. En fait, ce qui apparaît maintenant de plus en plus évident, c'est que les Européens, et Macron en tête, euh, sont en quelque sorte pris au piège. Ils se rendent compte que le président Trump veut absolument faire la paix avec la Russie, veut absolument que l'Ukraine fasse la paix avec la Russie, et que le président Trump a pour but justement d'intensifier les accords commerciaux avec la Russie, ce qu'il a déjà commencé en ce qui concerne les accords pétroliers. Ceci étant, en parenthèse, il faut souligner que les pétroliers sont un des plus grands soutiens de Trump pendant la campagne électorale, hein. Donc il leur devait bien quelque chose. Et il a réussi à obtenir auprès de Poutine des engagements en ce qui concerne, je crois que c'est ExxonOil pour l'exploitation pétrolière en Alaska, ou tout à pas en Alaska, mais dans la Russie septentrionale, hein. Et donc les Européens se rendent compte que ils sont pris, quoi. Ils sont plus. La paix va être décidée, et ils ont trouvé comme prétexte pour essayer de ralentir un petit peu et peut-être d'envenimer les choses et ainsi de pouvoir continuer le conflit. Ils ont trouvé cette solution et cette demande de sécurité, garantie de sécurité sur laquelle ils insistent très violemment. Il faut absolument des garanties de sécurité, garanties de sécurité. Ils ont laissé un peu tomber l'histoire de cessation, de cesser le feu parce que, en se rendant compte il n'y avait aucun moyen que Poutine accepte le cessez-le-feu, mais en ce qui concerne les garanties de sécurité, ils essayent de trouver cette faille de façon à pouvoir éventuellement constituer leur force de réassurance, comme ils l'appellent, et peut-être par ce biais, à mon avis, ont-ils dans la tête, avec cette force de réassurance, de titiller Poutine afin que celui-ci rejette, rejette les accords, quoi, rejette la proposition et continue la guerre. Ce qu'ils veulent, et parce que on- j'ai vraiment l'impression que l'Europe, enfin l'Europe, c'est plus l'Europe, c'est l'État profond maintenant, hein. L'État profond américain a pris le contrôle de l'Occident, a pris le contrôle de l'Europe, hein, en totalité. Et Macron en est un exemple flagrant, hein. On se rend compte par ses dernières paroles, de sa déclaration sur la dangerosité de la Russie, qui n'a jamais respecté ses engagements. Ça veut rien dire. C'est contraire à toute réalité des choses. C'est contraire à l'histoire. C'est contraire à tout, quoi. Donc, il est en train de reprendre un narratif complètement foireux, un narratif de l'état profond, à mon avis,
dans le seul but de continuer de faire capoter les accords. Bon, voilà ce que je voulais dire, hein. On verra bien, mais on est quand même, nous les Européens et les Français particulièrement, on est dans une situation dramatique, hein. On va vers des aspects, vers des moments très sombres de notre histoire, si tant est que on ait encore une histoire dans quelque temps. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de m'avoir écouté et à bientôt peut-être. Bonjour, il est maintenant 3h22 du matin et nous sommes le 21 août 2025 et vous êtes sur ma chaîne Chronique d'une colère ordinaire. Alors en complément à ma vidéo, je viens d'apprendre à l'instant que Trump aurait pris Zelensky à part dans son bureau et tout seul, en tête à tête, il lui aurait fait savoir que il fallait qu'il signe le traité, l'accord avec Poutine, parce que Poutine avait fait des concessions importantes. Donc Poutine s'engage à ne pas prendre de territoire, plus de territoire, à s'arrêter à à la ligne de front actuelle, d'une part, et d'autre part, il s'engage vis-à-vis de l'Europe à signer un accord de non-agression juridiquement contraignant. Bien entendu, ces deux conditions sont, sont liées au fait que Zelensky signe immédiatement l'accord. Donc nous avons une sorte de retournement de situation puisque les garanties demandées par l'Europe à corps et à cri sont accordées par Poutine et, et bon, les territoires conquis restent bien sûr, maintenant seront de, de territoire russe, mais ça, il fallait s'y attendre, on ne pouvait pas faire autrement. Donc, si Zelensky signe cet accord, la guerre s'arrête immédiatement. Alors, l'Europe maintenant, que va-t-elle faire? Elle est piégée parce que elle ne peut plus demander à Poutine des garanties, il les donne. La seule chose qu'elle peut réclamer, c'est que Poutine cède des territoires qu'il a conquis, une partie des territoires qu'il a conquis, ce qui refusera bien évidemment. Donc, nous en sommes là. Il y a quand même un retournement de situation assez important. Et, et Trump a dit à Zelensky, aurait dit à Zelensky que qu'il signait pas cet accord, alors là, les États-Unis le lâchaient complètement et se retiraient du conflit, c'est-à-dire certainement abandon de livraison d'armes et abandon de la fourniture de renseignements par satellite, etc. C'est-à-dire la, capitu- la capitulation sans condition, bref, à très court terme pour Zelensky. Nous en sommes donc là, ce qui semble donc confirmer la volonté réelle de Trump de faire la paix, ce que j'avais dit dans ma dernière vidéo d'ailleurs. Trump veut absolument faire la paix pour plusieurs raisons, raisons politiques intérieures
et puis son souhait d'avoir le prix Nobel de la paix, qui semble lui tenir beaucoup à cœur. Donc voilà, je voulais vous en faire part tout de suite, en complément à mes vidéos. Maintenant, c'est à l'Europe de voir que vont faire ces Olébrius à moitié fous, avec leur souhait, leur volonté guerrière d'affronter la Russie à tout prix. On va voir quelle va être leur réaction, mais ils sont quand même dans une mauvaise posture. Je pense que, étant donné la proposition de la Russie, ils vont avoir de grandes difficultés à pouvoir poursuivre cette guerre. Voilà. Wait and see. Attendons pour voir. Bonne nuit à tous et peut-être à bientôt.